Les adaptations vues dans les 2 dernières vidéos ne sont pas apparues du jour au lendemain. En effet, pour acquérir des adaptations qui vont demeurer chez une espèce animale ou végétale, on doit jouer le jeu de l'évolution, c'est-à-dire une succession de petites modifications de génération en génération qui présentent un avantage pour la survie de l'espèce. Ces avantages se fortifient d'une génération à l'autre et s'installent de manière définitive dans les gènes de l'espèce. La connaissance et l'acceptation de la théorie de l'évolution est relativement récente dans l'histoire de l'homme. Très longtemps, on a affirmé que Dieu était le créateur de tout sur Terre. Au début des années 1700, la naissance de la paléontologie et les premières découvertes de fossiles d'animaux, dont on ne connaissait aucun représentant vivant sur Terre, a commencé à ébranler les croyances religieuses. Certains scientifiques commencent donc à reconnaître la possibilité qu'il y ait une histoire du vivant. Mais ces derniers demeurent marginaux, éclipsés par des penseurs comme Georges Cuvier, qui affirme qu'il n'y a pas eu seulement une création divine, mais plusieurs épisodes, entrecoupés de catastrophes, ce qui expliquerait la disparition des espèces fossilisées qui ont été retrouvées. Il faudra attendre plus de 100 ans et Jean-Baptiste Lamarck pour avoir une première théorie de l'évolution. Ce naturaliste français propose l'idée que les espèces soumises à des éléments particuliers ou catastrophiques vont changer leur comportement ou certains éléments physiques pour s'adapter. Il publie en 1809 sa théorie intitulée Philosophie zoologique. Un peu plus tard, Charles Darwin, après son tour du monde à bord du Beagle, publia en 1859 L'origine des espèces, qui est reconnue comme la base de la théorie de l'évolution encore admise aujourd'hui. C'est lui qui amène l'idée que les caractères qui donnent un avantage de survie à un individu sera transmis plus facilement à la génération suivante. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. C'est à Darwin qu'on doit également les premiers arbres phylogénétiques, c'est-à-dire les arbres généalogiques des espèces animales connues pour trouver des ancêtres communs. Cette image est sortie directement du carnet de travail de Darwin. On continue d'utiliser le même concept. Aujourd'hui, ça ressemble plutôt à cela. Regardons quelques exemples de sélection naturelle. L'exemple classique est la girafe. Donc, au cours de l'évolution des espèces, les individus au plus long cou avaient un avantage sur les autres qui pouvaient manger les feuilles plus en hauteur dans les arbres. On voit apparaître dans l'arbre phylogénétique de la girafe des espèces au cou de plus en plus long, et celui qui ressemble le plus à la girafe actuelle serait apparu il y a 5 millions d'années. On peut aussi trouver des exemples d'évolution qui ont pris beaucoup moins de temps. C'est le cas de la chouette hulotte. Cette espèce présente 2 colorations différentes. Certains individus sont bruns et d'autres sont gris. On retrouvait il y a une centaine d'années beaucoup d'individus gris dans les régions nordiques, en Scandinavie notamment, et les brunes étaient plus au sud. En effet, les plus clairs pouvaient se cacher plus facilement durant les longs hivers nordiques. Avec les changements climatiques, les hivers sont de moins en moins longs et la coloration grise ne présente plus un aussi gros avantage, ce qui fait qu'on en retrouve de moins en moins dans le nord. On retrouve aussi le même principe chez le phalène du bouleau. Ce papillon peut se retrouver en 2 colorations, donc une version blanche et une version grise foncé. Au début de 1800, la version blanche était la plus répandue, car cela permettait de se cacher facilement sur les bouleaux dont il se nourrissait. Pendant la révolution industrielle, les fumées des centrales au charbon ont commencé à se déposer sur les troncs des arbres, changeant donc la couleur. Les phalènes blancs ne passaient plus inaperçus sur les arbres. Ils étaient donc des proies faciles. Mais les gris foncés, eux, se cachaient plus facilement sur ces arbres sales. Ainsi, le caractère gris foncé s'est reproduit plus facilement et on retrouvait plus d'individus gris foncés que blancs à cette époque. Aujourd'hui, le charbon étant moins utilisé, on observe un retour du balancier vers les phalènes blancs. L'homme est aussi responsable de l'évolution de l'éléphant. En effet, l'homme est le principal prédateur de l'éléphant pour ses défenses en ivoire. On assiste à de réels massacres d'éléphants pour voler les défenses qui se vendent au prix fort sur les marchés. En réponse à ce phénomène, on assiste à de plus en plus de naissances d'éléphants sans défense d'ivoire. Les individus sans défense ne sont pas attaqués par les hommes, ainsi cela présente un avantage indéniable sur la survie. Les femelles choisissent donc préférentiellement des mâles sans défense pour se reproduire afin de protéger leurs bébés des braconniers. Toutes ces évolutions vont se produire de la même façon, donc suivre un schéma en 6 étapes. Pour bien comprendre le phénomène, observons l'anole vert, un lézard qui habite aux États-Unis et qui, en seulement 15 ans,
soit à peu près 20 générations, on a pu observer une différence physique significative. Donc, la première étape, c'est le statu quo. Les individus d'une même espèce se reproduisent. La diversité entre les individus est générée par le hasard. Donc, le mélange des gènes fait que certains individus sont plus petits, d'autres plus grands, et qu'il y a un bel équilibre dans les populations. Si on voit l'anole vert, deuxième étape, se produit un changement dans l'environnement, un élément déclencheur au phénomène de l'évolution. Dans le cas de l'anole vert, c'est l'arrivée de l'anole brun, qui est un lézard de la même famille, qui est beaucoup plus agressif que l'anole vert. Ils ont le même terrain de chasse et ils vont chasser les mêmes insectes, donc une compétition directe. Comme on a vu dans la niche écologique, deux espèces ne peuvent pas partager les mêmes territoires et les mêmes sources alimentaires sans qu'une ou l'autre disparaisse. Donc, la troisième étape, les individus ayant un caractère spécifique sont avantagés. L'anole vert, au lieu d'entrer en bataille contre l'anole brun, elle a décidé de changer d'habitat. Pour changer d'habitat, elle s'est dit « je vais grimper plus haut pour aller chasser ». Donc les individus qui étaient capables de grimper ont plus facilement trouvé de la nourriture. Pour que ce lézard-là puisse grimper aux arbres, il devait avoir des orteils qui étaient préhensibles et pourvus de petites lamelles et de petits pics qui servent de crampons pour escalader les arbres à la verticale. Quatrième étape, donc une sélection naturelle s'opère. Tous les anoles verts qui présentaient une morphologie adaptée à l'escalade ont plus facilement trouvé de la nourriture et ainsi ont eu un meilleur succès reproductif. Numéro 5, donc les caractères héréditaires sont transmis aux générations suivantes. Puisque les individus qui grimpaient aux arbres présentaient la morphologie qui était adaptée, ils se sont reproduits entre eux et ont donné des petits qui eux aussi présentaient ces caractères-là. Donc les petits ont les orteils un petit peu plus longs que leurs parents, donc avec plus de lamelles pour encore plus être efficaces lors de l'escalade des arbres. Et la dernière étape, donc l'espèce actuelle est adaptée à son milieu, à la fin de l'évolution. Donc pour notre anole vert, donc au terme de 15 ans, soit environ 20 générations, les orteils de derrière des anoles verts sont significativement plus longs de 5% pour faciliter la grimpe sur les petites branches en hauteur dans les arbres. 5%, ça peut paraître petit, mais si on rapportait ça à l'être humain, donc ça veut dire sur 20 générations, la grandeur moyenne d'un homme passerait de 5 pieds 9 pouces à 6 pieds 4 pouces. Ce qui fait que, en moyenne, tout le monde pourrait être des défenseurs au basketball. Évolution de la grenouille-lait. Donc maintenant qu'on connaît le concept de l'évolution, regardons ce qui a mené à l'apparition de la grenouille-lait, ou plus précisément de sa famille, les Illidés. Avant l'apparition des amphibiens, tous les vertébrés vivaient exclusivement dans l'eau. Ichthyostega est un des premiers vertébrés à présenter des nageoires rigides qui permettaient de se soulever dans les marais autant que de nager. Il présentait aussi les premiers poumons chez les vertébrés. Il a vécu il y a 365 millions d'années. Acanthostega présente pour sa part des pattes bien formées. On suppose qu'il sortait dans les marais et les mangroves pour marcher et se nourrir à l'extérieur. L'amphibien le plus ancien connu est Gyrobatrachus ottoni, qui présente des caractéristiques à la fois des salamandres et des grenouilles, et il a vécu il y a 290 millions d'années. On voit ensuite se séparer les grenouilles des salamandres. C'est là qu'on voit apparaître des proto-grenouilles comme Triadobatrachus massinoti, il y a 250 millions d'années, et la première vraie grenouille connue, Virella herbsti, il y a 200 millions d'années. Les caractéristiques propres aux grenouilles modernes se précisent avec Prosalirus bitis et Notobatrachus deguistol. L'explosion des familles de grenouilles se fait il y a 66 millions d'années. En résumé, l'évolution se fait sur plusieurs générations. Les individus qui présentent un avantage morphologique ou comportemental vont avoir plus de succès reproductif et passer les caractéristiques génétiques à la génération suivante, qui va entraîner le processus de l'adaptation à son milieu. Dans la prochaine série,
on s'intéresse à la perpétuation des espèces, c'est-à-dire la continuation ou la conservation des espèces existantes par les phénomènes de reproduction.